Donc, bonjour, je suis Frédéric de Dinchin, un des cofondateurs d'Alumni for the Planet. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec UTT Alumni et UTC Alumni qui se présenteront ensuite. C'est un webinaire avec Maxime Blondeau, qui interviendra comme expert. Vous savez, on a un expert et un témoin, et Adrien Gaillard, qu'on remercie d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite. C'est sur le sujet d'inspirer le passage à l'action sur le changement climatique depuis l'intérieur des entreprises, qui est la vision qu'on a développée avec Alumni for the Planet et qu'on développe et qu'on met en œuvre avec les associations d'alumni. Voilà, donc je passe la parole. Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole pour UTT et UTC Alumni, mais je vous passe la parole. C'est à vous, puis après je présenterai rapidement Alumni for the Planet et ensuite on ira dans le vif du sujet avec Maxime et Adrien. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Effectivement, je suis président du TT Alumni. Je vous prie d'excuser Michel Val, le président du TC Alumni, qui n'est pas présent ce soir. On est responsable des associations d'anciens élèves de l'UTT à Troyes et de l'UTC à Compiègne, du coup, Université de Technologie de Troyes, donc école d'ingénieurs. Depuis quelques mois maintenant, voire un an, on commence à se rapprocher, UTC Alumni, UTT Alumni, pour questionner la responsabilité des ingénieurs par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux sociétaux. On organise différents événements de réflexion où on permet à des alumni d'échanger entre eux sur ces problématiques, comment ils agissent en entreprise, comment ils agissent sur leur vie personnelle. Du coup, ça avait sens de pousser ces problématiques avec Alumni Force de Planète, d'où la conférence de ce soir, les échanges de ce soir. Mais ce n'est pas seulement des webinaires qu'on organise, c'est également des actions très concrètes avec les UT. Par exemple, on accompagne les écoles autour de la démarche DDRS, mais on accompagne également les alumni dans leur démarche lorsqu'ils en ont besoin, et c'est des choses qu'on pourra approfondir avec Alumni for the Planet plus tard. D'autres actions qu'on essaye de développer autour de la mobilité douce, par exemple, en proposant des mobilités bas carbone au niveau des déplacements à l'étranger, mais également des déplacements professionnels pour les étudiants et les alumni. Donc voilà un peu les réflexions que nous menons en tant qu'asso d'alumni. C'est pour ça que ça avait sens de se rapprocher d'Alumni for the Planet. Ouais. Lou, je te laisse la main. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a donc au niveau des enjeux de soutenabilité, cela est porté par le conseil d'administration du TT Alumni et également un pôle soutenabilité qui s'occupe de ça. Donc, je ne sais pas exactement au niveau du TC Alumni comment c'est organisé, mais il y a également des personnes qui sont intéressées pour être actives sur la thématique. Par exemple, Eric est actif dans le cadre du TC Alumni. Donc, n'hésitez pas à contacter soit Nicolas, soit Eric, Sarah, qui est du TT Alumni, et Océane, qui est quelque part, ce que j'ai vu dans le chat, mais elle n'apparaît pas sur mon écran. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, Frédéric, je te repasse la main. Et donc, en 4 slides, on va vous présenter Alumni for the Planet et l'idée de cette association qui a été créée il y a 4 ans. Donc, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans pour mobiliser massivement les alumni, c'est-à-dire les diplômés d'enseignement supérieur, sur les enjeux climat et environnement. Et pourquoi les alumni? Parce qu'on s'est dit qu'ils avaient souvent des responsabilités dans les entreprises et les organisations publiques et leurs actions pouvaient avoir un impact à la fois majeur, rapide et massif. Et alors, comment est-ce qu'on essaye de les mettre en route? On a passé un accord avec des associations d'alumni. Donc, vous avez sur ce slide le nombre d'associations aujourd'hui. Il y en a 130 associations d'alumni d'universités, d'écoles, et avec lesquelles on monte un certain nombre d'activités dont je vais vous parler rapidement. On a des partenaires publics et privés. On travaille avec l'ADEME, on travaille aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, avec le ministère de la Transition écologique, France Université, l'Agence universitaire de la francophonie, Ingénierie scientifique de France, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, et puis la Fondation européenne pour le climat, et on a des partenaires privés qui nous aident financièrement. Nos parrains sont Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement, qui vient du monde scientifique, qui a été coprésidente d'un des groupes du GIEC. C'est aussi pour le monde des entreprises Pascal Demurger et pour la société civile Yann Arthus Bertrand, qui sont avec nous depuis le début. On a aussi un conseil scientifique qui nous permet de nous orienter sur un certain nombre de sujets et avec lesquels, par exemple, on va rédiger prochainement un livre
où on mettra en évidence des témoignages de personnes qui ont fait bouger leur entreprise depuis l'intérieur, et on mettra en place on proposera une petite méthodologie du passage à l'action. Voilà, je passe au slide suivant. Donc, il y a 3 façons d'agir. La première, c'est en informant. Sur notre site internet, il y a un certain nombre de ressources, à la fois des ressources vers des sites scientifiques, mais également des ressources pour comment agir concrètement avec une méthodologie en 5 étapes qu'on propose. On a un deuxième moyen d'action qui est de se connecter. On a aujourd'hui 4700 alumni qui sont connectés sur notre plateforme, et quand on est connecté, on peut se mettre en réseau avec des gens qui ont fait la même école ou université, qui sont dans la même entreprise ou dans la même ville. Florian vous a mis dans le chat la façon de se connecter, donc il a mis le lien pour se connecter. Et on a par exemple fait avec EDF un travail intéressant. On a fait intervenir pendant 8 conférences un certain nombre d'experts de haut niveau, dont Dominique Bourg, dont Jean Covici, dont Patrick Artus, dont Das Gupta et d'autres encore. Et on a trouvé un certain nombre d'alumni qui étaient de chez EDF, qui se sont regroupés pour faire un peu une miroir avec ces conférences. Donc à la fin de chaque conférence, on se réunissait, on était une cinquantaine, puisqu'il y a une cinquantaine ou même plus, une soixantaine d'alumni qui travaillent chez EDF, et on commentait ces webinaires. On a écrit un petit livre blanc à la fin. On s'était regroupé en ice maker. Voilà, il y avait un groupe d'une soixantaine d'ice makers. C'est un exemple qui vous montre qu'en fait, en se mettant plusieurs dans une même entreprise ou dans une même ville, on peut monter des actions plus facilement que si on est seul. Et enfin, la troisième modalité d'action, c'est à travers 2 types de webinaires, des webinaires inspirer le passage à l'action et concrétiser l'action dans la durée. On peut passer au slide suivant qu'on a déjà mené on en a déjà fait une quarantaine depuis 2-3 ans. Alors, les webinaires inspirés, c'est celui qu'on va voir ce soir avec Maxime et avec Adrien. On fait intervenir un expert et un témoin l'expert plante le décor, parle aussi de son expérience, et le témoin lui montre comment il a fait bouger depuis l'intérieur son entreprise ou son organisation. Là, vous avez un exemple à gauche d'un inspiré avec Dominique Bourg, qui est un philosophe de l'écologie, qui est intervenu comme expert, et Nicolas Burger, qui est avec nous ce soir, président du TT Alumni, merci. Et voilà. Et donc, vous voyez, on les organise Alumni for the Planet et l'association d'anciens élèves pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Donc, ces webinaires sont ouverts à tout le monde, et c'est des webinaires pour inspirer le passage à l'action. Et ensuite, on a un deuxième type de webinaire que vous voyez sur la colonne de droite, qui s'appelle concrétiser le passage à l'action dans la durée, où là, c'est un peu différent, c'est du travail en intelligence collective, en petits groupes. On a en général, le premier, on a des générales entre 50 et 100 personnes. Dans le deuxième, on a en général une vingtaine de personnes qui travaillent en petits groupes avec des projets très précis. Par exemple, on a accompagné des alumni qui avaient comme projet de monter un collectif. On en a accompagné aussi et ça résonnera avec l'édition qu'on va voir aujourd'hui, avec un alumni qui voulait pousser son entreprise à aller vers le scope 3. Et donc, on lui a répondu, on a répondu à ses interrogations, quel type d'allié il fallait trouver, comment mettre ça en place. Et on pourra en discuter avec Adrien tout à l'heure. Voilà. Et alors, on aura le 8 juillet un concrétisé dans lequel n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a déjà une quinzaine d'inscrits. Ce sera réalisé par 2 bénévoles, Gwenola et Caroline, qui seront là pour vous accompagner dans vos projets. Je termine. Donc, dans le chat, Florian vous a mis le lien pour vous inscrire à ce webinaire du 8 juillet. N'hésitez pas à vous inscrire. Et je termine en vous disant qu'on est une association d'intérêt général. Et comme toutes les associations, on a besoin euh, de soutien financier. N'hésitez pas, c'est défiscalisable et ça nous aidera à avancer. On a aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de bénévoles et on a un chef de projet qui est Florian Caillon, qui travaille avec nous et qui est là aujourd'hui et qui est la cheville ouvrière et qui est aussi le point de rencontre de tous les bénévoles parce que c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui est en point fixe. Voilà, je termine là et je vais passer la parole maintenant à Maxime Blondeau, qui est auteur, conférencier, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur du Printemps écologique, de Cellcop, de Cosmorama. Et bon, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup, mais il y a encore d'autres choses. Printemps écologique, c'est une association et une confédération syndicale dont il pourra nous parler un petit peu, qui a été fondée en 2020, qui a pour volonté de transformer de l'intérieur le monde du travail. La coopérative Cellcop,
que j'ai découverte en regardant si je pouvais me déplacer effectivement, au lieu d'utiliser le fuel, utiliser le vent. Et c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de liaisons euh, qui ont commencé dans le nord, mais qui vont aussi dans le sud. Et puis, la Cosmorama, c'est une façon de présenter une carte, une image, une découverte pour penser le monde autrement. Et si je ne me trompe pas, c'est hebdomadaire. Voilà. Vous avez dans le chat toutes les informations. Je passe maintenant la parole à Maxime. Bonjour Maxime, et c'est à toi. Bonjour à tous. Bien, merci pour l'invitation. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai le micro pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Après, l'idée, c'est que si des questions émergent, on puisse y répondre. Donc, je vais rapidement vous présenter qui je suis, ce que je fais, avec un accent particulier sur la création du printemps écologique dont Adrien va vous parler tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cette initiative est née et quelle est la vision qui a présidé à sa création avec toutes les personnes qui se sont engagées. Et Adrien était là également ça remonte déjà à 4 ans presque, 3-4 ans maintenant. Et puis, je vais en profiter aussi pour vous parler du message principal que je diffuse aujourd'hui, puisqu'un de mes métiers, une de mes vies aujourd'hui, c'est d'être conférencier, donc vraiment d'aller parler auprès d'entreprises, de collectivités territoriales, d'administration centrale, gouvernement et d'école aussi. Et en particulier, j'ai eu une période où je m'adressais beaucoup aux ingénieurs. Aujourd'hui, j'enseigne à Sciences Po à Paris, c'est mon alma mater, quoi. C'est l'école principale, j'enseigne là-bas depuis 7 ans. Et puis aux Mines de Paris aussi. Donc j'ai toujours un pied en sciences humaines et un pied en sciences de l'ingénieur. C'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon regard. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, la discipline que je développe ou redéveloppe ou ressuscite, c'est ce qui s'appelle la cosmographie. La cosmographie, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience du territoire. En gros, depuis 2015, moi en 2015, personnellement, j'ai reçu une claque, on va dire, le mois de novembre 2015, au moment de la conjonction entre les attentats du Bataclan et la COP 21, les accords de Paris, qui ont eu lieu les deux à 15 jours d'intervalle. J'avais une première partie de ma vie de carrière, on va dire, dans le conseil, assez classique, sortie d'école. Pour info, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, j'ai passé les concours de Sciences Po Paris en affaires publiques. Donc, j'avais un cursus école de commerce, affaires publiques. Et puis, on arrive au mois de novembre 2015. Et là, j'ai eu on va dire, j'ai été bousculé. Et donc, j'ai décidé plutôt de m'engager sur la question écologique. J'ai vraiment travaillé plein de choses à ce moment-là. Et après 10 ans d'activisme, d'engagement, y compris dans le printemps écologique, j'en suis arrivé à la conclusion que un des problèmes de fond qui nous empêche, ou surtout qui nous empêche en tant qu'organisation, qui nous empêche collectivement d'agir avec efficacité, rapidité et à la hauteur des enjeux quelque part, c'était peut-être un enjeu plus profond qu'on le croit. C'était pas celui tant du désir, ni même de la méthode, c'était plutôt celui de la perception et donc de la conscience. Et donc, je me suis mis à travailler sur la notion de perception du territoire. Et la notion de perception du territoire, à tout échelon, hein, ça peut être la perception du territoire global, ce qui se passe sur la planète, la perception du territoire local, ce qui se passe autour de nous, dans les forêts, dans les rivières, dans notre sol, eh bien, faisait défaut dès lors qu'on devenait une organisation, qu'on devenait une entreprise ou une collectivité ou une administration. Et donc, j'ai vraiment essayé de me questionner sur ce sujet-là. J'ai repris des études d'anthropologie 10 ans après mes premières parties d'études à l'Université de Toulouse et j'ai commencé à enseigner donc à Sciences Po. Mon cours à Sciences Po s'appelle la programmation du monde. Pourquoi? Parce que l'anthropologie, qui est une science humaine qui étudie le phénomène humain, peut-être que certains d'entre vous ont eu un peu des cours d'anthropologie dans le cadre de votre cursus d'ingénieur, c'est possible. En tout cas, l'anthropologie dite technique, c'est-à-dire l'anthropologie, la science humaine qui étudie les phénomènes techniques, l'effet, les conséquences d'un choix en matière de technologie, eh bien, a démontré depuis les années 70, ça remonte, que tout système technique, depuis le feu jusqu'à ChatGPT, en passant par l'iPhone, le TGV ou tous les modèles techniques, transforme, altère notre perception de l'espace et du temps et donc transforme, altère notre conscience du territoire. Et donc, quand j'ai compris qu'il y avait un lien direct entre le choix de nos technologies et la perception que l'on a du territoire,
Ben, j'ai compris que là, il y avait un gros sujet à traiter en entreprise, à traiter dans les politiques publiques. C'est pour ça que j'enseigne maintenant auprès des diplômés de l'ENA et du corps des mines pour questionner leur vision du territoire. Parce qu'en fait, si on est dans des schémas qui sont soit déconnectés, soit au contraire qui invisibilisent des dimensions du territoire, on va probablement pas y arriver, même avec toute l'énergie et la bonne volonté du monde. Donc c'est vraiment ça que j'ai un petit peu déterré, c'est la cosmographie, c'est une science très ancienne, hein, ça fait 2000 ans qu'on fait de la cosmographie, c'est l'ancien nom de la géographie. En gros, je m'interroge sur la façon de représenter le territoire. Et donc ça a des applications très concrètes dans l'entreprise, ça va être comment on mesure, quels sont les chiffres, quels sont les indicateurs qu'on va prendre en considération si on réfléchit à l'impact sur le vivant, si on réfléchit à l'impact sur les sols, sur l'eau, sur l'air. Mais ça peut être aussi les photographies, les images, comment est-ce qu'on se représente les images, ça peut être les données géographiques notamment, ce qu'on appelle les géodonnées, moi je travaille beaucoup avec l'IGN sur tout un tas de questions liées à ces sujets, ou les histoires, les récits, tout ce qui va relever de la croyance, tout ce qui va relever du qualitatif. Il y a plein de manières de traiter ces sujets-là. Moi, je fais des conférences dans les entreprises ou dans les administrations pour ouvrir la porte, hein, et après, les dirigeants choisissent la façon dont ils veulent le prendre. Soit c'est un sujet de communication, soit c'est un sujet de transformation d'organisation, soit c'est un sujet économique avec une stratégie de développement derrière, quels produits on va développer, lesquels on ne va pas développer, ou alors des enjeux de RSE, ou alors des enjeux purement de R&D. Ça dépend après, ça dépend des activités des organisations. Mais quoi qu'il arrive, on arrive toujours à un point où, si on veut vraiment poser la question de l'impact et de la conséquence d'une technologie sur notre perception du monde ou sur notre conscience du territoire, eh bien, il y a un moment où il y a besoin de gouvernance. Ça veut dire quoi, gouvernance? Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut choisir. Et ça veut dire quoi, choisir? Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut renoncer. Et donc la question se pose, renoncer, d'accord, mais selon quels critères? Selon quelle hiérarchie de valeurs? Qu'est-ce qui va être plus important pour nous? Est-ce qu'on va privilégier l'énergie? Est-ce qu'on va privilégier l'agriculture? Est-ce qu'on va privilégier notre autosuffisance énergétique ou notre autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'on va décider que ce qui est plus important, c'est de préserver l'emploi ou c'est de préserver la qualité de l'eau? En gros, à tout échelle ou à tout type d'organisation se pose la question de la gouvernance, et en particulier de la gouvernance technologique. Et donc, pour répondre à cette question, très tôt, on avait eu l'intuition qu'il fallait ménager des nouveaux espaces de dialogue. C'est-à-dire que la question technologique dans l'entreprise, la plupart du temps, on va estimer que ça ne relève pas véritablement d'un dialogue. Soit on est dans le progrès va dans une certaine direction et il n'y a pas vraiment d'alternative, il faut suivre l'innovation et donc aller le plus vite et le plus loin et le plus haut possible compte tenu des avancées de la technologie humaine qui seraient linéaires, c'est-à-dire qui vont dans un seul sens. Soit on estime que c'est des décisions qui se prennent par les patrons uniquement dans les entreprises ou dans les administrations, donc c'est des décisions très hiérarchisées et que ça ne relève pas du dialogue, en fait, ça ne relève pas du dialogue social et que les différentes parties prenantes de l'entreprise n'ont pas forcément à se mettre autour de la table et de discuter des questions d'orientation technologique. On était un certain nombre en 2020-2021 à se dire qu'il fallait ménager des nouveaux espaces de dialogue. Et quand on a réalisé que ce qui pouvait créer du droit, en fait, ce qui pouvait créer de l'accord collectif, ce qui pouvait être le résultat des négociations collectives, faisait partie d'un monopole qu'on appelle le monopole de la négociation collective, qui appartient aux syndicats depuis près de 150 ans. Donc, dans l'entreprise, le seul accord que l'on peut construire qui fait valeur de droit, qui fait valeur de loi, donc qui n'est pas uniquement déclaratif, ça vaut pour les entreprises privées et ça vaut pour les administrations, eh bien, c'était ce qui résultait du dialogue social, donc des négociations collectives. Et en gros, il y a un texte juridique qui s'appelle le Code du travail qui va dire sur tel champ d'application des négociations collectives, on a le droit de négocier, les représentants des salariés vont pouvoir écrire avec les différentes parties prenantes de l'entreprise des textes sur lesquels il va y avoir des accords signés, et ça fera office de droit, ça fera loi. Donc, du coup, on s'est dit, ce qu'il faut changer. Alors, pendant un an et demi, on a rencontré des avocats, des spécialistes du droit social en 2020. Et on a réalisé que c'était vraiment le Code du travail qui était le texte qu'il fallait faire bouger. Entre-temps, il y a eu des lois. La loi énergie-climat, il y a des lois qui ont fait évoluer les mécanismes de représentation, de négociation, les compétences des différentes instances dans les organisations. Donc ça a évolué, c'est le sens de l'histoire depuis 3-4 ans, je pense qu'Adrien vous en parlera tout à l'heure. Mais à l'origine, c'était ça.
Et donc, on s'est dit, on va lancer un syndicat. Et ce syndicat va avoir un peu pour rôle d'être poil à gratter, d'être laboratoire de R&D, de faire de l'innovation dans ce domaine-là pour amener de nouvelles questions à être posées. Donc, essentiellement, les questions écologiques, de transition, et qui sont liées aux questions de gouvernance technologique, qui sont liées à ces questions de choix, donc de renoncement ou au contraire d'accélération sur certains domaines. Donc voilà une de mes initiatives. Je pourrais vous parler des autres. J'ai aussi une activité quotidienne sur LinkedIn, puisque je publie tous les jours des représentations du territoire. Ça peut être des photos, des infographies, des données, parce que je crois qu'à l'échelle du grand public et même des organisations elles-mêmes, c'est le creux, c'est le nœud du problème. Mais après, il y a la décision. Et la décision de politique publique ou la décision de stratégie d'entreprise ou la décision de politique RH ou de société, elle se pose forcément, enfin, en tout cas, ça fait partie de nos valeurs, elle passe forcément par le dialogue. Et donc par la concertation qui va nous entraîner vers une gouvernance qui soit à la fois apaisée et peut-être aussi plus forte parce que plus concertée. Alors, pour sauter à la conclusion, une conclusion un peu théorique, mais de ce que moi je recommande aujourd'hui aux entreprises, parce que je fais des conférences, mais du coup, après, souvent je fais du conseil si jamais ça plaît et que le dirigeant veut mettre ce que je propose en place dans les entreprises. Et c'est quoi? C'est d'une part, si on veut avoir une meilleure conscience du territoire, si une entreprise se targue ou se prévaut ou s'enorgueillit d'avoir une super action écologique et d'être conscient du territoire, la question que je pose, c'est est-ce que vos employés sont en contact avec le territoire? Parce que le premier moyen de recevoir de l'information du territoire et de savoir où on est, c'est notre propre corps. C'est la sensorialité. Donc la première chose que je dis, c'est oser une politique de sensorialité. Est-ce que vos employés sont dans des cadres de travail qui les mettent en contact avec le territoire, qui les permettent de les situer dans un lieu géographique, dans un environnement biologique? C'est la première des choses que moi je propose. Deuxièmement, est-ce que vous utilisez des cartes? Est-ce que vous situez votre activité, votre entreprise, vos flux à l'intérieur d'un territoire donné, qui est une carte située géographiquement? Et là, j'ai fait une centaine de conférences depuis 1 an et demi. Je peux vous assurer qu'il y a des entreprises qui, toutes honteusement, disent en fait, on n'utilise pas de carte du tout. On a 8000 employés, on envoie de l'énergie dans des tuyaux, mais on n'a pas de carte. Et c'est très, très, très courant. En fait, il y a un phénomène de déterritorialisation. C'est un truc qui existe depuis les années 70 et 90, c'est-à-dire 80. Ça veut dire qu'en gros, de plus en plus d'activités économiques, notamment, mais c'est valable aussi pour le politique, prend en compte des flux, donc des quantités qui rentrent d'un côté, qui sortent de l'autre, des employés qui coûtent tant et puis qui produisent tant, etc. Et en fait, on se déterritorialise, c'est-à-dire que l'activité tient toute seule sans prendre en considération les réalités géographiques ou écologiques ou biologiques. Donc moi, ça fait vraiment partie de mon message qui est utiliser une carte, ça ne veut pas dire on a la réponse à tout, ça veut dire qu'on est dans une démarche de se situer et de représenter le territoire. Et le troisième conseil que je donne souvent, c'est la façon d'utiliser les enjeux numériques, c'est-à-dire l'écologie de l'attention. On est sur aujourd'hui une triple transformation, une transformation de conscience globale, parce qu'au XXe siècle, il y a eu une mondialisation qui nous a permis de comprendre des enjeux planétaires. On est sur une transformation de relocalisation, parce qu'on est de plus en plus en train de prendre conscience qu'il y a des spécificités dans nos territoires et qu'on ne peut pas faire pareil partout. Et puis, il y a une révolution numérique, une révolution de l'information, ce qui peut nous donner accès à des nouvelles informations passionnantes pour avoir une meilleure conscience du territoire, mais qui peut aussi par un effet de surabondance d'informations, troubler complètement, voire distraire totalement notre attention et se retrouver à ne plus prêter attention ou faire attention au territoire, aux lieux dans lesquels on se trouve. Et ça marche encore plus à l'échelle d'une entreprise, je ne sais pas, Orange, qui a des centaines de milliers d'employés, ou une petite PME dans son territoire, où on se retrouve à avoir d'une certaine manière notre attention qui n'est plus dirigée du tout, mais vraiment du tout, vers le territoire lui-même. Alors, voilà ce que je peux vous dire. Ça fait une quinzaine de minutes. Je crois que ça fait 14 minutes. Il y a 3 enseignements là plutôt d'ordre philosophique que je vais vous partager en dernier. En quoi on se trompe sur le territoire? En gros, une partie de mon message, c'est de dire que l'humanité, pendant 5 à 6 millions d'années, a été nomade. On avait une représentation du territoire très horizontale, exploratoire et prédatrice.
on se représentait le territoire comme étant un horizon qu'il s'agissait de conquérir. Et il y a 50 000 ans, quand Sapiens est sorti d'Afrique, on est devenu en quelques centaines d'années, en quelques siècles, le plus grand prédateur de la planète. C'était la phase paléolithique, la phase d'exploration, de conquête, de prédation. Il y a 12 000 ans, c'est très récent à l'échelle de l'humanité ou de la Terre, il y a 12 000 ans, il y a eu une révolution appelée néolithique. Donc on s'est sédentarisé, on a développé l'agriculture, on a développé les extractions minières, on a domestiqué les animaux. En fait, on a imposé une domination technique au territoire. On est passé d'un monde qui nous dominait, avec des chamans qui nous permettaient d'être en relation avec des puissances dont on avait peur. Et là, on est passé, grâce au système technique, à la domination du monde, à la manifestation de notre volonté par un certain nombre de choix techniques. Donc cette gouvernance technique qui nous permet d'extraire de la ressource des sols, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit minière, matérielle, etc. Et en général, les préhistoriens considèrent qu'on sort du néolithique, donc on sort de la préhistoire, il y a 3000 ans quand on invente l'écriture. Ben, mon message, que je diffuse partout, c'est nous sommes toujours au néolithique. En fait, nous sommes plus que jamais au néolithique. Ça fait 12 000 ans qu'on impose notre domination technique au territoire, qu'on extrait, on parle d'économie extractive. Ça fait 12 000 ans qu'on est dans un certain nombre d'archaïsmes néolithique. Sauf qu'au XXe siècle, il s'est passé un certain nombre de choses qui viennent bousculer cette vision néolithique. Déjà, on a achevé la mondialisation géographique, donc on a pris conscience du fait que la planète est finie. Et d'autre part, on a un phénomène de relocalisation depuis les années 80, ce qui fait qu'on prend conscience du local. Donc cette tension très très forte qui est entre la conscience globale planétaire et le retour à la conscience locale, toutes les entreprises, les collectivités, les mairies, même les individus, et ça se voit dans les votes, dans les urnes, sont dans un moment de tension qui, moi, j'appelle cosmographique, donc de ce représentation du territoire entre la tension de la conscience globale et la conscience locale. Et ça, en fait, ça a des manifestations très, très concrètes dans les entreprises en matière économique ou politique. Donc, les trois enseignements, c'est que en sortant du néolithique, on arriverait à se représenter le territoire avec de nouvelles dimensions. La première, c'est que le territoire ne doit plus être considéré comme un objet. Moi, je travaille avec plein de gens qui font des lois programmatiques ou qui font des programmations de territoires immenses avec des ingénieurs mobilité, transport, énergie, etc. Le territoire est perçu comme un objet. Comme un objet, c'est-à-dire comme une chose, en fait. Voilà le territoire, la Normandie, le Val-de-Seine, peu importe. C'est un objet, c'est une chose. S'entraîner à percevoir le territoire comme un sujet agissant, un sujet vivant. Le territoire est par essence le lieu de rencontre de dimensions vivantes extrêmement complexes. Se mettre à représenter le territoire comme quelque chose de vivant, comme un sujet agissant et non plus comme un objet, une chose, c'est la première étape. Deuxième étape, deuxième changement à procéder, qui sont des principes en fait qui peuvent guider un certain nombre de décisions et de valeurs. Le territoire, non pas voir le territoire non pas comme un outil qu'on va pouvoir saisir et avec lequel on va pouvoir interagir avec un certain nombre de matières, de minéraux ou de ressources, mais le territoire est un milieu, c'est-à-dire la posture totalement inverse. Le territoire nous englobe et nous traverse même. Nous sommes tissés de territoire. On mange le territoire, nos os sont faits en territoire. Et donc percevoir comme ça le territoire, non pas comme un outil qu'on va pouvoir actionner, mais comme un milieu dont on dépend, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de voir le territoire non pas comme un stock. Alors moi, en plus, j'enseigne aux mines, donc c'est vraiment toute une culture à transformer, mais les mines sont tout à fait prêts à le voir de cette manière-là, non pas comme un stock, mais comme un flux. Intégrer la durée, intégrer le mouvement, intégrer l'interaction, intégrer la vitesse, la lenteur, c'est aussi des choses qui sont cruciales, notamment pour une entreprise ou une collectivité, pour percevoir à la fois ses propres impacts sur le territoire, mais également ses risques. Et toutes ces choses-là, ça fait des systèmes de valeurs qui peuvent être discutés dans le cadre d'un certain nombre d'espaces qui sont en train d'être créés, qui ont besoin d'être créés parce qu'ils n'existent pas. Et le printemps écologique en est un bel exemple. En tout cas, c'est la tentative de générer un nouvel espace pour questionner ces sujets et puis pour aboutir à des accords réels, concrets, contraignants, pratiques, qui changent la vie des gens, tout simplement, et qui potentiellement peuvent renforcer la viabilité, la pérennité d'une entreprise ou d'une organisation. Voilà très rapidement ce que je peux vous dire en 16 minutes, 17 minutes. Si vous avez quelques questions, je suis là encore pendant une quinzaine de minutes max. Merci Maxime. Et donc avant le bain,
Il va y avoir quelques questions. Cette reconnexion avec les territoires, moi, je l'entends. Et le mot carte, j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé plusieurs années à l'IGN, donc j'ai commencé par ça. Carte, pas seulement numérique, même carte papier. Il y a quelques questions. Il y en a une qui est concernant le printemps écologique. Euh, Juste une question de clarification sur la création du printemps écologique. Pourquoi l'intégration d'un syndicat? Pourquoi pas l'intégration d'un syndicat déjà existant? Et plutôt d'avoir créé un nouveau syndicat. Première question. Une autre question, c'est là, c'est plus personnel. Qu'est-ce qui fait que ton action, qu'est-ce qui te motive pour continuer ton action dans la durée? Euh, on a souvent une inspiration, on veut passer à l'action, et puis après, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, voilà, on peut se décourager. Qu'est-ce qui fait que tu continues à être motivé et qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui suivent ce webinaire pour qu'ils continuent à être motivés et participer au webinaire, c'est bien, mais c'est surtout dans la durée que ce sera évalué. Euh, voilà, il y a eu des tas de commentaires sur tes posts, il y a eu voilà, que tu pourras regarder après, mais on peut commencer par ces 2 questions et puis je propose que j'encourage les participants à mettre des questions. Il y a Eric aussi qui aura une question. Peut-être on laisse Maxime répondre et ensuite tu poseras la question, Eric. Ça te va? Ok. Oui, oui, parfait, parfait. Oui, alors première question, pourquoi pas le syndicat? Je pense que ça, on en reparlera après dans la deuxième question, mais à l'origine, nous, on a rencontré tous les syndicats. Donc, moi, j'ai été reçu par les patrons de la CGT, CFDT, CFE, CFTC à l'époque, enfin bref. Et ce qu'on a réalisé, c'est que il y a des cultures qui sont très, très inertes, dans le sens où il y a vraiment une façon de fonctionner dans ces syndicats qui parfois ont 150 ans, hein, qui va pas être facile à changer. Et donc, voire même, il y a certains syndicats qui nous ont vraiment expliqué littéralement, ah non, 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 ce n'est pas notre rôle d'aller nous donner notre avis sur telle ou telle technologie. Notre rôle, c'est de défendre les droits, les salaires et la protection sociale. Et en fait, alors que nous, on disait, mais c'est pas du tout incompatible, au contraire, ça peut enrichir, élargir. Mais on a bien senti que, bon, bah, il y a une façon de fonctionner. Donc, on s'est dit, bah, on va créer notre propre truc, non pas pour remplacer les syndicats existants, mais peut-être pour les influencer, leur donner de nouvelles idées. Je pense que là, aujourd'hui, les représentants et les salariés aussi du printemps écologique sont vraiment dans cette optique de travailler main dans la main avec tous les syndicats. Par contre, on n'est pas forcément bien reçu parce qu'on a une manière de travailler, de penser, de procéder qui est un petit peu différente. Donc on s'est dit que c'était plus utile d'ouvrir notre propre chemin. Sur la partie, qu'est-ce qui te motive? Alors, un premier truc auquel je pense, c'est que aujourd'hui, c'est le sens de mon existence. C'est-à-dire que je considère vraiment que le métier que j'ai, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent à la fin du mois, etc., n'importe pas autant que ma contribution au monde par mon existence. Donc en fait, j'ai mon objectif de contribution au monde qui est celui de contribuer à améliorer notre perception ou notre conscience du territoire. Et après, la façon que j'ai de l'exprimer au travers d'un métier, ça peut être conférencier, ça peut être auteur. Là, je fais un livre, je vais faire des films, je crée la production, j'enseigne. En fait, importe moins que le sens. Donc je retourne l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier et est-ce que je peux à la marge faire des choses qui ont du sens dans mon métier. C'est plutôt que je me dis, je veux dédier mon existence à donner du sens et après, peu importe le métier, en fait. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai toujours autant de motivation, c'est parce que ça parle aux gens, ce sujet-là. Ça parle aux gens, mais à tout le monde. C'est-à-dire que le territoire, c'est le lieu du commun, c'est le lieu qui rassemble tout le monde, mais tout le monde se sent concerné en plus. C'est-à-dire que toute classe sociale, tout niveau social, toute origine, tout territoire, la ville ou le rural, les gens qui votent extrême droite, extrême gauche, centre, tout le monde a sa manière de percevoir le territoire et tout le monde est d'accord pour dire que cette relation-là, elle est sacrée, elle est cruciale, elle est centrale, elle a de la valeur pour une entreprise, elle a de la valeur pour un homme politique ou pour un dirigeant. En fait, ce sujet-là, c'est le plus vieux sujet du monde. Enfin, vraiment,
On était hommes préhistoriques, on était déjà en train de guetter partout pour comprendre le territoire, pour savoir ce qui allait se passer. C'était le souci à l'époque, peut-être probablement de 99,9% de notre temps, en fait. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu désenraciné, déraciné, déconnecté. Et le sens même, et non pas la forme, le sens même de mon message, pour moi, il est infini. Et la grand-mère de ma femme me dit, mais comment tu fais tous les jours pour trouver quelque chose à dire sur le territoire? Mais c'est infini. Si je pourrais dire 100 trucs par jour sur le territoire, tellement c'est pour moi. Donc, il y a aussi ça qui compte, c'est que ce sujet-là, ce territoire, le territoire, peu importe l'échelon, c'est une source inépuisable de richesse, de beauté, d'enjeux, de plein de choses. Alors, il y a Voilà. 2 questions. Eric et Nicolas, je vous laisse, Eric, et ensuite Nicolas, poser les questions. Ça permettra d'expliciter plus la question. Ça marche. Merci Frédéric. Bah déjà, je voulais en profiter pour remercier Maxime parce que je suis un grand fan des posts que tu publies tous les jours sur LinkedIn et que je trouve absolument inspirant. Je partage avec toi ce diagnostic du fait que c'est par la représentation qu'on va faire avancer culturellement la transition écologique et faire bouger les lignes. Mais j'ai une question un petit peu plus précise sur ton mode d'action. C'est super intéressant ce que tu viens d'expliquer sur ta vision de comment est-ce qu'on fait bouger les entreprises et comment on les reconnecte au territoire. Et moi, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu intègres ça, cette approche-là, par rapport aux approches existantes, et notamment sur l'entreprise régénérative, l'économie circulaire ou ce genre de choses. Est-ce que tu vois ça comme étant quelque chose qui s'intègre dans d'autres approches, ou bien est-ce que c'est en soi une approche vraiment spécifique et et qui peut exister par elle-même? Alors là, mon regard, il a une spécificité, c'est que d'une part, il se veut holistique, englobant, systémique, complexe, ça dépend le mot qu'on choisit, mais en gros, essaye de prendre en compte justement tous les paramètres et toutes les dimensions, parce que par définition, le lieu de l'interaction que j'étudie, c'est le territoire, donc en fait, c'est des interactions infinies. Et en plus de ça, je prends l'anthropologie comme axe d'entrée, qui est la science la plus holistique, qui se permet d'utiliser toutes les sciences. Grosso modo, l'anthropologie, en étudiant le phénomène humain, étudie la connaissance humaine. Donc moi, j'ai le droit d'utiliser par cette approche les sciences naturelles, les sciences physiques, les sciences humaines, tout. Donc toutes les méthodologies ou les approches, là on parle du régénératif, on parle de l'économie circulaire, on pourrait parler de plein d'autres choses, hein, même le carbone, les enjeux de biodiversité. En fait, pour moi, tout ça, ce sont déjà des approches analytiques. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans un axe synthétique, c'est-à-dire qu'il faut rassembler, on a un problème, donc moi j'appelle cosmographique, c'est-à-dire de vision d'ensemble. Et en fait, c'est ça qui fait que le géographe va regarder le territoire comme ça, le DSI va regarder le territoire comme ça, le commercial en pharmaceutique va le regarder comme ça. Et en fait, on a un besoin de vision globale. Donc, toutes ces initiatives, économie circulaire, etc., carbone, sont pour moi autant de briques qui viennent apporter de l'expertise analytique à mon message. Donc en fait, si on se focalise sur l'économie circulaire, moi je vais juste dire, attendez, vous faites beaucoup d'économie circulaire, et c'est le cas de plein de boîtes hein, dans lesquelles j'interviens, mais est-ce que cette économie circulaire que vous projetez, vous l'avez bien resituée dans le territoire? Parce qu'en fait, si vous êtes sur un circuit fermé, on fait de l'économie circulaire, mais on n'a plus aucun lien avec une réalité géographique, matérielle ou biologique, en fait, c'est de l'économie circulaire abstraite, théorique, qui certes, met bien les chiffres ensemble, mais avec les chiffres, on peut à peu près tout raconter. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment bien le ancrer dans le territoire. Donc, c'est là où il y a une combinaison fructueuse, fertile, entre les spécialistes de l'économie circulaire qui mettent en place de la méthode ou de l'analytique, et mon message qui va être est-ce qu'on est bien sûr qu'on l'a bien resitué dans le territoire et il faut le faire et voilà comment ça fonctionne. Donc toutes ces dynamiques, pour moi, elles sont parfaitement compatibles. Alors pas toutes, après on peut creuser, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont excluantes, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont... Voilà, mais globalement, c'est pas un remplacement, quoi. Hein. Très bien. Merci Maxime. Et je crois que Nicolas voulait prendre la Nicolas, parole. oui. Bonjour Maxime, merci pour ton intervention. J'avais une question sur la question de neutralité que j'entends souvent dans les réseaux d'alumni. On me dit que non, les assos d'alumni sont neutres et ne doivent pas se positionner sur les questions de est-ce qu'on doit utiliser telle technologie ou telle technologie, ou est-ce que, par exemple, Total doit faire un partenariat avec une université, des choses comme ça. Du coup, comment gères-tu dans tes interventions cet argument de la neutralité qui pousse à l'inaction?
la neutralité dans l'absolu n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut parler de la neutralité sur un sujet donné. Par exemple, on parle de Total, des émissions carbone, etc. Moi, personnellement, j'interviens partout. J'interviens partout, partout. Total me demande d'intervenir, j'interviens chez Total. Par contre, Total me demande de communiquer pour eux, non. Donc, en gros, il y a une différence. Moi, je suis dans une approche de neutralité parce que mon message, j'ai envie qu'il se diffuse partout, y compris dans les entreprises les plus toxiques ou qui sont les plus éloignées de la régénération ou du soin en territoire. Donc, je ne vais certainement pas les exclure de mes messages en disant bah, eux, ils ne le méritent pas. En revanche, il faut bien faire la part des choses quand mon message va servir des intérêts ou quand mon message va essayer de transformer une organisation. Donc, cette neutralité, elle est vraiment à sous-peser, à mettre dans un contexte performatif, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que je propose de faire et qu'est-ce que ça va faire, dans quelles circonstances, etc. Après, il y a cette idée de est-ce que, en tant qu'alumni, donc là c'était aussi pour vous en tant qu'organisation, on a à prendre position sur... moi, je considère, et c'est pareil pour par exemple les êtres humains et la politique, je considère que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une idée politique qu'il s'agit de rejeter l'être humain en question. Par exemple, quelqu'un qui va voter à l'opposé de ce que je vote, c'est pas pour autant que je vais considérer que c'est une mauvaise personne. Je considère peut-être qu'elle a de mauvaises idées, ou en tout cas qu'elle n'a pas des idées qui sont les miennes. Moi, je pense que c'est pareil pour l'entreprise. C'est pas parce que vous pouvez tout à fait dire, je crois, à Total, je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais par contre, ne pas exclure Total ou ne pas considérer que Total est par essence mauvais, mais par contre, bien dire que Total, parce qu'en plus, c'est des faits qui sont avérés scientifiquement, qui sont étayés, qui sont explicités, abîment un certain nombre d'écosystèmes ou a un impact sur le monde qui aujourd'hui peut se mesurer dans le sens de leur toxicité ou de leur impact, ça c'est tout à fait possible. Mais du coup, c'est très différent de dire, bah voilà, Total, on n'en parle plus, c'est des méchants, et moi, organisation d'alumni, je ne veux même pas en entendre parler. À l'inverse, de dire, il faut surtout pas dire à Total que c'est pas bien ce qu'ils font. Non, je pense qu'il y a une posture entre les deux qui est rationnelle et qui est intelligente, c'est qui est de dire, bah, moi je mesure l'impact de Total, aujourd'hui il y a des choses à changer. Et la vérité, c'est que Total, ils le savent très bien. Et donc en fait, vous n'allez pas dire quelque chose qui va blesser Total si vous leur dites que c'est pas bien ce qu'ils font. Après, c'est plus la question de comment est-ce qu'on fait vraiment changer les choses à l'intérieur chez Total. Et là, ça devient des sujets potentiellement passionnants. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et pour autant, sans jamais perdre l'engagement, la conviction et non pas la tiédeur ou la neutralité du message. Ça, en fait, vous pouvez tout à fait aller voir Total et avoir des messages engagés. C'est ce que je crois. C'est ce que je fais. Alors, j'ai jamais été invité par Total, hein, curieusement, mais si c'est le cas, c'est ce que je ferais. Maxime, est-ce que tu peux répondre à une dernière question? Oui. Et après, on clôt. Alors, je propose à Océane qui a posé la question de la résumer peut-être directement. Donc, Océane, si tu es encore connecté, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, je suis là, en fait, je travaille, donc je suis doctorante dans la gestion de l'eau publique et du coup, c'est un instrument, qui permet d'avoir une discussion collective avec plein d'acteurs différents qui impactent l'eau, en termes de pollution, en termes d'extraction et cetera et qui existe depuis longtemps en France. Donc, la loi sur l'eau, c'est 1992 et en fait, la question que je me pose quand vous parlez d'un besoin d'espace, de discussion, de dialogue collectif sur des choix technologiques, je me dis, bah, ça existe par exemple dans la gestion de l'eau depuis 92. Pourquoi est-ce que ce type d'espace de discussion collective, ça a pas vraiment permis d'avancer sur ces sujets? Parce qu'on a toujours des agriculteurs qui font de la monoculture, qui veulent des méga bassines, qui polluent les eaux. Et c'est pas que les agriculteurs, là c'est l'exemple le plus facile, mais c'est y compris pour tout ce qui est industriel, etc. Donc, est-ce que la question, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue sur les choix technologiques en collectif? Ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'autre qu'on puisse faire qui soit plus impactant que juste d'ouvrir le dialogue? Parce que manifestement, c'est pas suffisant. Oui, alors sur la question de l'eau, moi je travaille beaucoup avec la Banque des territoires sur les enjeux de représentation de l'eau. L'eau a une spécificité, c'est que justement, c'est un sujet qui est facilement traité dans l'espace public.
C'est-à-dire que c'est un objet commun, avec une gouvernance commune. Donc il y a des espaces de dialogue, de concertation qui existent sur l'eau. Ce n'est pas forcément le cas sur tout un tas d'autres champs, par exemple, on sait rien, les minerais. Les minerais, il n'y a pas d'espace de dialogue public sur la façon dont on utilise les minerais, le lithium ou le cuivre, etc. Donc c'est la spécificité de l'eau. D'autre part, l'eau, elle n'est quand même pas un sujet de dialogue et de concertation à l'intérieur des entreprises. Dans une entreprise sur un territoire donné, est-ce qu'il y a un moment où les salariés et les dirigeants se disent, bon, bah, nous, quelle contribution on va avoir vis-à-vis de l'eau sur le territoire? Est-ce que nous, on réfléchit à notre usage, notre impact, notre action? Est-ce qu'on ne peut pas contribuer à préserver? Donc les espaces de dialogue, même sur l'eau, à l'intérieur des organisations privées, dans les entreprises, il y a quand même besoin de les créer, ces espaces-là. Et qui, je pense, in fine, pourront nourrir et donner de la force et de la traction et d'un caractère opérable aux négociations qui ont lieu dans l'espace public, entre les différents acteurs des réseaux de l'eau. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Sur l'eau, il y a déjà des espaces de dialogue, mais je crois que le problème de l'eau, c'est que du coup, elle n'est pas suffisamment traitée dans les espaces privés, à l'intérieur des organisations, qui évacuent le sujet en se disant, bon, bah, c'est un sujet public, grosso modo, il y a des gens qui s'en occupent. Et je pense qu'il y a plein de salariés qui aimeraient vraiment beaucoup plus s'interroger sur la relation de l'eau dans une usine, dans une grosse entreprise, etc. Donc, pour info, l'eau, c'est quelque chose de très particulier parce que dans le cadre de mes conférences sur la conscience du territoire, quand je viens démontrer qu'il y a un besoin d'intégrer à la fois une vision globale et une vision locale, il n'y a rien qui se prête le mieux à l'exercice que l'eau. La conscience de l'eau, c'est la conscience du territoire elle-même presque. Parce que c'est vraiment un flux permanent, c'est pas un stock l'eau. On ne consomme pas l'eau qui disparaît. Non, l'eau, elle est toujours là, elle est toujours sur la Terre depuis la création de la Terre. C'est vraiment ce flux impermanent. Et donc, c'est vraiment un sujet très, très particulier et crucial et central et magnifique en même temps. Mais qui a ses spécificités. Sur d'autres sujets, il faut générer des espaces de négociation ou de dialogue public, mais globalement, sur tous, il faut qu'à l'intérieur des entreprises, il y ait des espaces qui s'ouvrent, et c'est le sens du printemps écologique, notamment, pour faire la transition avec Adrien. Merci, Maxime. Voilà. Lou et Adrien, Je vais juste dire un dernier mot. Si Oui. vous voulez, s'il y a certaines personnes dans l'Assemblée qui sont intéressées par ce que je raconte, j'ai mon site internet qui s'appelle Maxime Blondeau. Je mets tous mes cours depuis 5-6 ans. Ils sont accessibles en ligne. Il faut les retrouver parce que je ne sais pas où ils sont exactement, mais ils sont là, quelque part, si vous fouillez. C'est dans la page des conférences, vous avez accès à tous les supports. J'ai une newsletter, en effet, qui s'appelle Cosmorama. Donc, vous pouvez regarder, c'est 2 fois par semaine. Et puis, j'ai mon site, j'ai mes publications sur LinkedIn, donc n'hésitez pas aussi à venir me poser des questions potentiellement sur LinkedIn, j'y réponds la plupart du temps. Allez, bonne soirée à tous, à très bientôt. On espère une prochaine fois. Oui, avec plaisir. Au revoir. Lou et Adrien, voilà, maintenant vous avez le public, je pense, est prêt à écouter la suite Merci. de la présentation. Oui, merci. Donc, on peut remercier. Donc, j'ai vu mon ordinateur a un petit peu bugué à la fin, donc j'ai pas pu avoir la fin du discours de Maxime. Mais merci à lui. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que son discours il résonne beaucoup dans le monde des UT, avec un ancrage, en tout cas, des universités de technologie très fort dans les territoires dans lesquels ils ont été implantés, hein, autour de Compiègne et autour de la région troyenne et de Belfort-Montbéliard, s'il y en a des personnes de l'UTBM ici. Et il y a même des recherches qui se croisent, conception technologique sobre et territoire. Donc ça, c'est très intéressant ce qu'il nous a dit. Donc on va passer maintenant à la parole à Adrien. Adrien, tu es alumni de l'Université de technologie de Troyes. Donc pour recontextualiser, pour donner à tout le monde toutes les informations sur toi, tu es diplômé de 2014 et tu as suivi un cursus plutôt réseau et télécommunications, avec une spécialité, un master. Donc, dans les UT, on peut faire un diplôme d'ingénieur et en plus un master, donc un master en sécurité et système d'information. Et donc aujourd'hui, tu y travailles chez Almond, qui est, il me semble, une entreprise spécialiste de la cybersécurité. Donc, tu me dis si jamais. Et plus récemment, alors non, chez Almond, et c'est pour ça aussi qu'on t'a fait venir, tu es élu au CSE. Donc le CSE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le comité social et économique d'une entreprise. Et c'est une instance de représentation du personnel dans une entreprise. Et donc, tu es représentant du personnel au nom du syndicat pour un printemps écologique. Enfin, printemps écologique.
Je confonds les différentes organisations étudiantes et non étudiantes. Voilà, si est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours, ton engagement dans un printemps écologique et également les différentes actions que tu as menées au cours de ton engagement. Je te laisse Tout la à parole. fait. Alors, bonjour à tous. Oui, donc je vais me présenter et en effet, ce dont je vais vous parler va être un petit peu plus spécifique, concret que ce qu'abordait Maxime pour faire le complément. Donc, du coup, moi, Adrien Guerre, donc oui, je suis sorti de l'UTT en 2014. Pour vous resituer un petit peu ma position vis-à-vis de l'écologie, à l'époque, je me renseignais plus sur des sujets ponctuels d'environnement quand il y avait des articles scientifiques qui sortaient, soit sur de l'énergie, soit sur de la biodiversité, ce genre de choses, mais je ne faisais pas encore spécialement de lien écologique global et je m'investissais pas spécialement à ces niveaux-là. Donc je n'ai jamais changé d'entreprise depuis que je suis sorti d'école, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, 11 ans là, que je travaille chez Almond en tant que consultant donc en cybersécurité, cyberdéfense. Donc ça c'est ma casquette du métier principal. Et petit à petit, avant même l'écologie, j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement de mon entreprise. Donc quand je suis arrivé, pour vous donner un ordre d'idée, hein, quand je suis arrivé dans mon entreprise en 2014, enfin 2013 même avant en stage, on était à peu près 50. Aujourd'hui, on est 450. Donc à l'époque, au bout de 2, 3, 4 ans, je me suis un peu intéressé au fonctionnement de l'entreprise et donc je me suis déjà investi au niveau des représentants du personnel. Donc à ce stade-là, aucun lien avec le syndicat et vous allez voir que les 2 sujets sont un peu différents mais se touchent quand même entre représentants du personnel et syndicats. La loi est faite un petit peu pour être complexe exprès, mais j'y reviendrai. Donc représentant du personnel, donc c'était simplement pour mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre le business model et essayer de voir ce qu'on pouvait améliorer, co-construire en fait avec la direction. Dans le lien qu'a fait Maxime tout à l'heure sur le dialogue en entreprise, enfin dans les organisations, il a pris des cas d'entreprises dans lesquelles c'était assez descendant, et il a raison, en tout cas dans les entreprises privées, par définition, c'est pas un espace démocratique du tout, dans lequel on passe 8 heures par jour, parce que c'est pas défini comme ça. Mais pour autant, il y a quand même tout un tas d'entreprises dans lesquelles le dialogue se passe plutôt bien. Et les directions, soit ont des idées elles-mêmes pour être moteurs, soit sont à l'écoute pour faire évoluer les choses. Donc nous, typiquement, dans notre organisation, chez Almond, la direction, elle est plutôt à l'écoute pour faire changer des choses, et ce qui nous a permis de faire, après, là, dans tout ce que je vais expliquer, tout un tas de tests et d'essais liés au social, évidemment, et à l'écologie. Donc j'ai fait mon premier mandat de représentant du personnel, avec tout un tas de sujets sociaux à adresser, ou en tout cas d'organisation du travail, du temps de travail, des congés, du salaire, etc. Mais petit à petit, en parallèle, à titre perso, je commençais à faire les liens justement avec l'écologie et à me dire: «Ah mince, mais il se passe vraiment un problème», et je suis arrivé en 2019 à me dire: «Avec tout ce que je sais, je ne peux plus ne rien faire». Sauf que j'aimais vraiment mon boulot et je comptais pas le quitter et faire partie de ces quelques personnes là dont on a entendu les publications, depuis une paire d'années là, qui font partie du big quit, enfin qui veulent quitter leur entreprise et bifurquer. Ce qui est aussi, potentiellement un très bon choix, hein, suivant les organisations de vie, on va dire. Mais à titre personnel, c'était pas mon choix parce que faire de la cybersécurité, ça coûte, enfin, je voulais continuer à en faire. Donc je cherchais à m'investir dans une association à côté, mais je trouvais pas de temps, en fait, à dégager de mon boulot pour le faire. Jusqu'à ce que j'en arrive à rencontrer Maxime Blondeau. Donc c'était, tout début 2020, dans une réunion à Paris où justement c'était des associations de salariés qui commençaient à se retrouver pour faire bouger les entreprises de l'intérieur, et c'est là où je me suis dit: «Mais oui, évidemment, si j'aime mon travail et si je veux faire de l'écologie, pourquoi ne pas en parler dans le monde du travail justement pour le faire bouger un petit peu plus, quoi?» Et ça a été vraiment un flash de me dire que c'était évident et pourquoi je ne l'avais pas fait avant. L'autre aspect qui m'a fait aussi arriver à ça, c'est qu'en parallèle, je suis tombé sur un chiffre que j'ai pas re-questionné d'ailleurs depuis, qui est un chiffre que à peu près 2/3 des impacts écologiques de manière très générale, c'est évalué comme ça, 2/3 des impacts sont liés aux organisations humaines plutôt qu'aux humains individuels. Et moi, ce chiffre-là, il a résonné très fort parce qu'à partir de là, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je mettrais», alors ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, mais pourquoi je mettrais de l'énergie à essayer tout seul de faire des choses et avoir de l'impact, plutôt que de faire bouger les organisations, et donc potentiellement celles où je passe 8 heures par jour, mon organisation, mon entreprise. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'investir dans cette association qui au début n'était que, entre guillemets, «une association loi 1901». Mais pour compléter un peu ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est qu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'en tant qu'association classique pour amener des idées dans l'entreprise, il suffisait qu'une direction d'entreprise soit pas d'accord avec les idées
et donne juste un nom pour en fait amener un plafond de verre dans lequel il n'y avait pas d'espace de discussion, justement. Et donc c'est là où on en est arrivé à ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le droit du travail, il y a un monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a que les organisations syndicales, c'est-à-dire simplement une association de salariés, donc pas 1901, mais une loi de 1870, la loi Valdec-Rousseau, qui a créé les syndicats, donc les associations de salariés, qui permettaient en fait de discuter avec la direction en évitant ce plafond de verre, justement, donc, de manière un peu cadrée, mais qui permet d'aborder des sujets un peu différents et de forcer ces sujets-là. En parallèle, il y a eu, comme disait Maxime, certaines lois qui ont permis justement d'introduire des prérogatives environnementales, je ne dis pas écologiques, mais environnementales, pour les syndicats et donc les représentants du personnel. Je reviens à mon expérience après concrète et je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on a mises en place chez nous. Donc, je me suis réinvesti donc, dans un nouveau mandat de représentant du personnel, donc de CSE, mais avec cette fois le syndicat. Alors, le syndicat qui venait tout juste de se créer, donc je n'avais pas encore l'étiquette syndicale, parce que je ne rentre pas dans le détail juridique de cette popote un peu très complexe juridique de comment sont faites les élections, mais on peut être élu soit au premier tour d'une élection CSE en étant avec une étiquette syndicale, ou, si c'est pas le cas, via le deuxième tour des élections en tant que simplement salarié sans étiquette syndicale. Mais pour autant, moi, je commençais à m'investir dans ce syndicat et ça m'a permis de faire des expériences justement dans mon entreprise pendant 4 ans, là, depuis les 4 dernières années, du fait que la direction chez nous était plutôt encline à discuter de ces sujets-là et à dire oui sur tout un tas de tests qu'on a fait. Donc, avec mes co-élus du CSE, du Comité social et économique, on a fait tout un tas de choses en 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, un CSE a 2 grands rôles dans une entreprise. Il a un premier rôle qui est de discuter avec la direction, de négocier avec la direction et d'avoir tout un tas d'éléments, d'indicateurs sur le fonctionnement de l'entreprise. Les jours de congé, les arrêts maladie, les accidents du travail, l'état du travail, le congé, les congés, le télétravail, comment est-ce qu'on l'organise, les mobilités, etc., etc. Et tous ces aspects-là, de santé aussi, santé, sécurité, conditions de travail. Et puis il y a tout un autre aspect aussi que gèrent les CSE, alors qui peut paraître anodin, hein, mais c'est en fait les anciens comités d'entreprise. Avant la loi travail de 2018, les comités d'entreprise et donc les CSE aujourd'hui gèrent aussi tout un budget d'activité, ASC, activités sociales et culturelles, avec dedans en fait tous les avantages, donc c'est ce que tout le monde connaît, hein, globalement les tickets cinéma, et ce genre de choses, les voyages souvent. Mais en fait, mine de rien, en France, le cumul de tous ces budgets de CSE de toutes les organisations, alors je dis CSE pour les entreprises privées, mais dans le public, c'est fait un petit peu différemment, ça s'appelle CSA, mais c'est globalement la même chose, hein. Mais le cumul de tous ces budgets, ça fait quand même quelques milliards, en fait, à l'échelle de la France. Donc il y a aussi un enjeu quand on est élu CSE, quand on veut intégrer des enjeux écologiques, c'est de flécher aussi cet argent-là, ces budgets, vers des activités souhaitables, en fait. Souhaitables, donc c'est-à-dire les voyages, on va questionner peut-être le fait de faire de proposer des voyages en avion aux salariés, de questionner certaines activités aussi. Est-ce qu'on va subventionner à chaque fois des activités qui sont très polluantes par rapport à d'autres choses qui sont peut-être un petit peu plus fédératrices, plus ancrées justement dans le territoire, aussi ça peut être un enjeu. Et donc tout ça, je vais vous donner quelques exemples qu'on a fait. Alors une des premières actions, nous, qu'on a faites dans notre entreprise, en tant que CSE, déjà, ça a été de se former un peu. Donc on a fait des fresques du climat dédiées aux élus CSE en début de mandat, pour harmoniser un petit peu le niveau de compréhension aussi des sujets pour les différents élus CSE. Deuxième activité qu'on a faite, qu'on a mise en place pour structurer justement toutes les actions qu'on comptait prendre, et ça a été sur conseil de cabinet d'avocats justement un peu spécialisés sur le sujet, ça a été de mettre en place une commission écologie. Donc en 2020, alors apparemment, d'après certains journalistes avec qui j'ai discuté, on aurait peut-être été même la première commission écologie d'un CSE en France. Bon, peu importe. Mais l'intérêt d'avoir une commission écologie, c'est de structurer en fait les discussions et de vraiment avoir à l'ordre du jour des réunions avec la direction des sujets liés à l'écologie, quoi. Et suite à ça, on a procédé en fait chaque année, on avait un grand thème sur lequel on essayait d'aller. Et le premier thème sur la première année qu'on a essayé de faire, c'est d'aller sur tous les sujets, alors qui n'ont peut-être pas beaucoup d'impact réel, mais qui en fait sont les plus visibles par les salariés. C'est toutes les actions qui sont liées à l'environnement de travail. Donc, ça passe par des choses toutes bêtes, mais c'est genre supprimer les touillettes à la machine à café, passer des gobelets en plastique à uniquement des tasses, donner des gourdes à tout le monde pour qu'ils arrêtent de ramener des bouteilles d'eau. On va reparler des bouteilles d'eau après sur une anecdote que j'aurai. C'est remplacer les ampoules par des LED. Enfin voilà, c'est tout ce qui nous environne quand on est au boulot.
Et on a réussi à faire quelques petites choses, hein. Enfin, typiquement, donc, ça peut paraître anecdotique, mais on a repoussé la direction à bien remettre en place des poubelles de recyclage carton. On avait une seule poubelle unique noire à tous les étages là, de nos locaux, dans toutes nos agences en France. On a pu remettre des poubelles de recyclage. On a pu mettre en place une bibliothèque partagée aussi au sein des locaux. C'est le CSE qui a pris ça en charge, c'est-à-dire d'acheter quelques livres pour faire une bibliothèque et ensuite d'organiser tout un processus pour que les gens puissent déposer des livres ou récupérer des livres. Tout type de livres, donc il y a même des livres pour enfants, enfin, ce genre de choses, enfin, ça tourne un peu. On a mis en place des petites actions du type mettre en place une grosse boîte à la sortie, enfin, ou entrée, ça dépend dans quel sens on le voit, des locaux avec des tote bags pour que les gens arrêtent de prendre les sacs en plastique ou en carton quand ils vont chercher à manger le midi. Pareil, ça peut paraître tout bête, mais en fait, des tote bags, on en avait déjà de l'équipe communication qui n'avait pas tout distribué en goodies à je sais pas qui, à des clients ou ce genre de choses. Juste, c'est de la récupération qu'on a pu mettre à l'entrée, quoi. Donc, des petites choses comme ça. En parallèle de ça, on s'est mis à organiser aussi pas mal d'événements, en fait, soit des conférences où on faisait vraiment venir en tant que CSE, pas en tant qu'employeur, en tant que CSE, comme on a un budget aussi à faire venir dans notre entreprise des personnes pour nous parler de Green IT, pour nous parler d'énergie. On a fait venir par exemple le youtubeur Le Réveilleur, qu'on a contacté directement, qui est venu chez nous. Là, il y a pas longtemps, on a fait venir l'ex-vice-président Île-de-France de l'ADEME, qui est venu nous présenter vraiment les scénarios de l'ADEME au sein de l'entreprise. Donc tout ça, ça permet aussi d'éveiller les consciences. Et puis on a fait tout un tas d'événements aussi qui étaient comment réparer son vélo, on a fait quelques événements aussi qui étaient liés à la nourriture, enfin à faire des cours de cuisine, mais orientés zéro déchet ou orientés sans viande ou ce genre de choses. Donc on a démultiplié les actions de ce type-là. Et c'est maintenant, je pense que je vais raconter cette anecdote-là qu'on a eue chez nous, c'est qu'à la fin de cette première année, toujours dans les locaux, alors historiquement chez nous, il nous restait une fontaine à eau qui était sous gestion du CSE, alors qu'on a d'autres fontaines à eau hein, dans les locaux, mais qui sont gérées par la direction. Et cette fontaine à eau, il se trouve qu'elle est vraiment à 5 mètres d'un bloc de toilette, donc avec un robinet où on peut aller servir de l'eau, quoi. Et donc on a pris la décision de se dire, on va supprimer cette fontaine à eau. Alors pas que pour des raisons écologiques, hein, mais simplement parce que ça coûte aussi des sous, parce que ça fait quelqu'un qui se déplace aussi tous les mois ou tous les 2 mois pour entretenir les filtres à charbon, etc. Donc on s'est dit qu'on allait couper le contrat. Et le jour où on a enlevé cette fontaine à eau, on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça, mais à cet étage-là, on a eu une petite dizaine de personnes chez qui s'est cristallisée en fait l'opposition à l'écologie, parce que du coup on a fait un petit message de communication pour dire pourquoi on la retirait, et dont l'argument aussi écologique. Et en fait, ça leur a cristallisé quelque chose où ils nous ont envoyé vraiment des messages très épais pour nous expliquer qu'en fait, eux, l'écologie, ils en avaient à peu près rien à faire. Que du coup, à faire ça, on les représentait pas, qu'on jouait pas notre rôle de CSE, et qu'en fait, on en faisait trop sur l'écologie avec tous les événements qu'on organisait, etc., et que même la fontaine à eau, à leur sens, c'était la suppression d'un avantage social qu'ils avaient dans leur environnement de travail. Et donc leur manière de militer, ça a été pendant quelques mois, je ne saurais pas dire combien précisément, 3-4 mois, ils ont fait exprès d'acheter des packs et des packs de bouteilles d'eau et de les empiler à cet endroit de la fontaine à eau qu'on avait retiré. Et donc là, enfin, on ne peut rien faire, hein. On ne va pas les empêcher de faire ça, on ne va pas non plus aller. Enfin, bon. Alors, on leur a bien dit que la direction, ils pouvaient aller demander à la direction d'en réinstaller une, mais bon, il ne me semble pas qu'ils l'aient fait. mais on pensait vraiment pas. Et c'est un message important qu'on a eu aussi lié à ça, hein. Alors que pourtant, enfin, on n'attaquait pas des sujets avec beaucoup d'impact, hein. Mais c'était de se dire que oui, en effet, à faire trop d'écologie un peu trop forcée, c'était peut-être pas le meilleur moyen d'embarquer le plus de monde possible. Et donc ça, c'était assez intéressant. Donc à partir de là, alors donc on n'a pas remis en place de fontaine à eau, hein, mais on a limité un peu. Donc on a eu une petite période où on a fait moins d'événements liés à l'écologie, vraiment purement. Et après ça, même quand on refaisait des événements où il y avait un peu une teinte écologie, on arrêtait de mettre tout le temps le tampon écologie en fait dans le nom. Si par exemple on organisait un cours de cuisine par exemple, on ne disait pas spécialement que c'était de la cuisine liée à l'écologie ou que c'était du zéro déchet ou que c'était. Non, c'était un cours de cuisine. Certes, du coup, il n'y avait pas de viande, c'était comme ça qu'on l'organisait. Alors, c'est pas caché non plus, enfin, c'est pas se moquer du monde à faire ce genre de choses, mais en tout cas, on le brandait plus pareil pour être un petit peu plus inclusif, quoi. Donc, on a été confronté à ça.
Mais voilà, ça en tout cas, c'est sur la partie environnement de travail. Donc là, à ce stade, on peut se poser un peu la question de qu'est-ce que vient faire le syndicat là-dedans? Alors à ce stade, pas grand-chose, justement, on n'est pas obligé d'être un syndicat, c'est aussi mon message, hein. C'est pas que pour parler purement de syndicat, mais on peut faire déjà plein de choses en étant dans l'entreprise, soit en se mettant sous forme d'association de salariés, et ça existe, hein. Après l'initiative du début du printemps écologique en 2019-2020, il y a les collectifs qui se sont créés, qui visent justement à faire ce genre de choses, où ils arrivent à faire plein de trucs, bon, avec les limitations de plafond de verre, hein, dont je parlais tout à l'heure. Mais on peut quand même faire des choses. En tant que CSE aussi, représentant du personnel, on peut faire tout un tas de choses sans être spécialement syndiqué, je veux dire, associé à un syndicat. L'avantage du syndicat, là, pour moi, dans ce cadre-là, ça a été de pouvoir se partager des idées, en fait, avec tout un tas d'autres salariés. Et ça, c'est vraiment très, très riche. On fait communauté, en fait. Enfin, il faut se retirer complètement l'image d'un syndicat, les images négatives, hein, qu'on peut avoir là-dessus, les images qu'on voit d'un syndicat par les médias dans les manifestations, ça représente un tout petit pouillème de pourcent de ce que font vraiment des syndicats, en fait, au sein d'une entreprise et à plus hautes échelles. Donc j'en parlerai peut-être après. Donc voilà, mais après, donc on est allé sur d'autres sujets, hein, sur d'autres sujets un petit peu plus impactants. On est allé mettre en place, par exemple, une subvention mobilité douce en tant que CSE, toujours sur ce budget des activités, là, plutôt que de payer des voyages. Alors, dans notre cas, c'était un peu plus facile parce qu'on ne payait pas déjà des voyages en avion aux salariés avec les budgets du CSE. Mais typiquement, on a utilisé une bonne partie du budget pour fournir une subvention mobilité douce de plusieurs dizaines d'euros par an par salarié sur justification d'un voyage en train, d'un achat de vélo ou de trottinette, d'une réparation de vélo ou de trottinette, enfin, ce genre de choses. On est allé sur des sujets où on est allé réinterroger avec les directions la politique de goodies. J'en parlais tout à l'heure avec les tote bags. Par défaut, jusqu'alors, notre direction en fait fournissait tous les goodies de leur liste à tous les nouveaux arrivants de l'entreprise. On a re-questionné ça avec eux et on a vu assez rapidement qu'en fait, on allait par défaut ne mettre aucun goodies et c'était aux nouveaux salariés de cocher ce qu'ils voulaient. Et ça nous a fait une économie pas mal en fait sur les quantités d'objets objets d'ailleurs, pas toujours forcément, enfin il y a aussi la politique, enfin on peut réinterroger la politique du sourcing des goodies, typiquement, ce genre de choses. Il y a un autre gros sujet sur lequel on est allé aussi, c'est sur le bilan carbone. Ça, il faut que je vous en parle aussi, parce que c'est une anecdote pour montrer que c'est possible. En 2022, début 2022, on allait voir notre direction en tant que CSE et on leur a dit il faudrait qu'on fasse un bilan carbone du groupe. Ils sont allés vérifier et on n'était pas dans les seuils minimums légaux en fait pour faire un bilan carbone du groupe. Il faut au minimum soit 500 salariés, soit atteindre un certain chiffre d'affaires, j'ai plus en tête le montant. Du coup, ils nous ont dit, bah non, nous, en fait, on n'a pas le temps et on n'a pas l'énergie là à mettre pour faire un bilan carbone du groupe, et comme c'est pas obligatoire, on va pas le faire. Et on leur a dit, bah si, on va le faire. Si vous voulez pas le faire, nous, en tant que CSE, on va le faire pour le groupe. Et là, on a de la chance parce qu'ils auraient pu simplement nous dire non, là, pour le coup. C'est pas un sujet sur lequel, en tant qu'élu CSE ou syndicat, on a droit de négociation, on va dire. Mais pour le coup, ils étaient contents qu'on veuille bien s'y mettre. Ils nous ont donné l'autorisation de le faire. Et ils nous ont, la proposition, c'était qu'on paye à moitié-moitié entre le budget du CSE et le budget de l'entreprise, qu'on cofinance le bilan carbone. Et donc, 2 années d'affilée, c'est le CSE, nous, chez nous, qui a pu faire le bilan carbone du groupe. Donc, on s'est vraiment formé à faire un bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Ça veut pas dire qu'on le faisait tout à fait de manière tout à fait correcte, parce que on a choisi de ne pas passer par un cabinet externe qui nous le faisait complètement à notre place, parce qu'on voulait se former sur la méthodologie aussi nous-mêmes et du CSE. Et donc, on a pu le faire 2 années d'affilée jusqu'à ce que, là, depuis cette année, là, c'est la direction vraiment qui l'a repris elle-même pour avoir la légitimité d'afficher les résultats aussi, quoi. Donc voilà, c'est faire un bilan carbone en tant qu'élu CSE, c'est possible aussi pour son groupe dans des conditions acceptées par la direction, quoi, on va dire. On est allé sur tout un tas d'autres sujets, mais qui sont traités aussi classiquement, hein, par les CSE et là pour le coup les syndicats aussi, c'est les accords, hein, comme disait Maxime là. C'est qu'en entreprise, alors je vais peut-être revenir un peu plus sur la structure du code du travail en fait, alors sans être trop barbant, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'insère les représentants du personnel et les syndicats. C'est qu'en fait, tout en haut, même au-dessus du code du travail, on a la loi française. La loi française, en dessous, on a le code du travail qui régit donc la manière de faire travail ensemble et tout seul. En dessous du code du travail, on a les conventions collectives. Les conventions collectives qui sont toujours mieux disantes. Alors tous les textes, hein, à chaque fois qu'on descend, sont
toujours est censé être mieux disant que le texte du dessus. Donc on a les conventions collectives de secteur. Moi, typiquement, dans mon travail, on est sous la convention collective Syntec, qu'on appelle encore Syntec, Numéum. Sous la convention collective, ensuite, on arrive directement au niveau de l'entreprise. Donc, on a les accords d'entreprise. Et en dessous des accords d'entreprise, on a le contrat de travail personnel. Et donc, les syndicats, ils vont avoir des actions presque à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, donc évidemment pas le contrat de travail individuel, mais les accords d'entreprise sont signés entre la direction et les syndicats, et ou le CSE, suivant certains cas, tout un tas d'exceptions. Mais donc, ça veut dire que au niveau de l'accord d'entreprise, on peut déjà faire énormément de choses, en fait, sur le télétravail, sur la mobilité, les mobilités douces, le forfait mobilité durable ou les plans de mobilité durable, tous les sujets qui sont liés au salaire, tous les sujets qui sont liés aux compétences et aux formations, tout un tas de sujets qui sont liés, après, ça va être soit des accords, soit des consultations plus ponctuelles sur certains projets de l'entreprise, des déménagements, des restructurations, des rachats d'entreprises, etc., etc. Donc, on va avoir aussi beaucoup de... Enfin, vous voyez, dans tous ces sujets-là, qu'il peut y avoir de l'écologie qui se glisse à chaque fois, forcément. Et on parle de salaire, on parle de répartition de la richesse, de répartition de la valeur. On va parler aussi, par exemple, de PEE, de plan d'épargne entreprise. C'est pareil, c'est des milliards d'euros qui peuvent être fléchés aussi différemment, plutôt que sur des fonds non souhaitables. Et ça, pour le coup, les PEE, c'est un sujet sur lequel les représentants des salariés ont un rôle à jouer très fort dessus. C'est pareil pour tout ce qui est mutuelle, prévoyance, comment est-ce qu'on prend en compte les risques de l'entreprise. Ça refait le lien encore avec ce que Maxime citait tout à l'heure. Je suis au niveau des accords d'entreprise. Au-dessus, je dis qu'avec les conventions collectives, je voulais juste mentionner aussi que les dernières lois de travail ont fait quelque chose d'assez incroyable à ce niveau-là, incroyable du coup, enfin, négativement parlant, c'est-à-dire qu'ils ont réinversé l'ordre des textes, c'est-à-dire qu'à partir depuis 2018, les accords d'entreprise peuvent être moins disants que leurs conventions collectives sur certains sujets de négociation. Ce qui renforce les rôles que doivent avoir les élus CSE et les syndicats pour être sûr de la justice en fait qui est faite dans l'entreprise et qu'on ne soit pas moins disant qu'une convention collective qui a été négociée à une échelle plus haute. Pour finir là-dessus, quand un syndicat est suffisamment représentatif dans assez d'entreprises, il est invité à discuter à la table des conventions collectives pour faire évoluer ce texte-là. Très important, parce que typiquement, la Syntec, il y a 1,2 million de gens en France qui travaillent avec le texte de la Syntec pour cadrer leur travail, en fait. Et pareil, quand un syndicat est suffisamment représentatif dans assez de conventions collectives, il est invité directement par le ministre du Travail pour négocier les évolutions du Code du travail. Donc c'est là où on voit que d'un point de vue écologie, on peut avoir des impacts à tout un tas d'échelles pour essayer de faire bouger les choses. Alors du coup, je vois une question, je la prends au vol. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si vous êtes plusieurs syndicats Printemps écologique au sein de la même boîte. Si oui, comment as-tu procédé pour rallier des collègues et faire en sorte qu'ils te rejoignent? Ça, c'est un enjeu énorme. Ouais. Alors, je ne rentre pas dans le détail. En fait, un syndicat ne peut... Déjà, en dehors de l'entreprise, un syndicat, c'est forcément sectoriel. Donc, typiquement, quand on dit Printemps écologique, il y a 19 syndicats de secteur, donc 19 structures juridiques, plus, pour lier tous ces syndicats sur les mêmes valeurs, il y a une fédération. C'est comme ça que marchent tous les syndicats. Donc une fédération ou une confédération, quand c'est des fédérations de fédérations pour les CGT, CFDT, etc. Et au sein de l'entreprise, oui, en effet, je ne suis pas tout seul. Ouais, on est, à la base, quand on a monté la chose, on était 6 ou 7 du printemps écologique. Et c'est simplement en parlant, en fait. Et ce qui est intéressant, justement, avec. Alors, quand on parle de syndicalisme, souvent, il y a beaucoup de gens qui se frustrent très vite parce qu'ils ont cette image des médias, alors qu'en fait, il y a tout un tas de choses positives avec les syndicats. C'est vraiment une instance très positive pour faire évoluer des choses dans plein d'organisations. Mais quand on parle en plus d'écologie, ça attire un public un peu différent, en fait. Et de se dire qu'on peut agir dans son entreprise via l'écologie, c'est assez facile, en fait, de faire rejoindre des personnes et d'en parler pour faire bouger les choses et en leur présentant ça de manière un peu positive et constructive, quoi. Donc tout à fait. Je sais plus où j'étais. Je pense que pour synthétiser aussi tout un tas de choses qu'on a faites, je vais peut-être vous partager mon écran juste sur une slide de synthèse de toutes les actions. Alors toutes, c'est peut-être pas tout à fait exhaustif, mais il y en a une bonne partie de ce qu'on a fait sur les 4 années, parce qu'un mandat d'élu CSE, la plupart du temps, c'est 4 ans. Donc c'est ce on est en train de terminer notre mandat là, très exactement, parce qu'on est en cours d'élection. Donc c'est pour vous. Donc il y a plein de choses sur lesquelles je suis déjà allé, subvention de mobilité douce, le bilan carbone, ce genre de choses. Il y a plusieurs actions là que vous voyez où il y a un petit tampon là, c'est qu'au bout d'un moment, à la moitié de notre mandat,
on a choisi de se faire accompagner par une petite entreprise, une coopérative en fait, qui aide justement les élus CSE, donc c'est un métier assez spécifique, hein, mais qui aide les élus CSE justement à flécher leur budget d'avantages et d'événements vers des choses plus souhaitables. Et donc on a réussi à faire tout un tas de partenariats avec eux pour monter des initiatives de ce type-là. Après, pour aller vraiment sur du spécifique aussi CSE, typiquement, quand on est élu CSE, chaque année, la direction est obligée de nous faire une consultation sur certains sujets, dont celui de l'état financier, économique et financier de l'entreprise. Bah, typiquement, les dernières lois, la loi climat et résilience là, qui est sortie en 2021, donne des prérogatives aux élus CSE pour justement questionner aussi la direction sur ce bilan financier, sur les aspects écologiques, des impacts écologiques. Donc typiquement, nous, on s'est fait accompagner l'année dernière par un cabinet d'expertise. Ça se fait assez souvent, hein, ce qui sont des experts comptables, hein, justement, qui viennent revoir la politique financière du groupe, en tout cas l'état financier du groupe. Et du coup, là, on a demandé explicitement une approche écologique aussi. Quel était l'impact écologique qui était lié à ces chiffres de budget. Voilà, pour vous faire un grand panel. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions, peut-être, Ouais, c'est une Lou? bonne idée. Oui, merci. Ouais. Merci déjà d'avoir pris la question de Sarah. Et en même temps, peut-être avant de commencer les questions-réponses, il y a Florian qui a partagé un petit sondage pour savoir un peu ce que vous pensez, ce que vous avez pensé du webinaire et si les idées de Maxime et d'Adrien, enfin, pas forcément les idées, même les exemples que vous avez donnés vous impulsent un passage à l'action de votre part. Donc effectivement, on peut continuer sur les questions-réponses. Si certains ou certaines ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'avais 2 questions pour toi, Adrien. Euh, Souvent, et d'ailleurs tu l'as dit, quand on pense syndicat, on pense conflit. Je voulais savoir si par rapport à la direction, enfin, tu as parlé du conflit avec certaines personnes de ton entreprise, certains collègues, si tu avais un retour à faire sur des potentiels conflits avec ta direction, ce qui peut être un frein finalement, je trouve, en tout cas moi personnellement, à l'engagement sur les syndicats. Et la deuxième question, je la pose peut-être, non, je la pose dans un deuxième temps. Mais si tu peux faire des réponses Ok. courtes, comme ça on est sûr de Ouais, pouvoir. ouais, j'essaie de. Oui, des conflits, il y en a. C'est obligé, en fait. Enfin, les directions d'entreprises privées sont absolument sûres enfin, le modèle est fait comme ça, hein, elles maîtrisent leur entreprise. Donc dès qu'on introduit des salariés qui donnent leur avis, enfin, dans pas mal de cas, ça les embête. Si c'est des choses du genre changer les ampoules par des LED et retirer les touillettes à café, souvent ça crée pas de conflit. Mais quand on va sur des sujets qui touchent un peu plus au business model, et justement d'aller questionner ce que fait l'entreprise, ses activités et pour qui elle les fait, là, tout de suite, ça pose un peu plus de soucis. Alors après, évidemment, en tant que représentant du personnel ou syndicat, le but, c'est pas de couler l'entreprise. Ça n'a aucun intérêt et je connais personne qui s'est investi dans ces sujets-là, dans l'idée de faire couler sa boîte. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais souvent, les gens qui justement ne quittent pas leur boulot et qui veulent changer ça, peuvent s'investir justement en tant qu'élu CSE ou syndicat pour essayer justement de faire bifurquer leur organisation. Et donc là, ça peut créer des conflits. Oui, là, ça existe. Mais ça se gère. Dire. Ok, conflit, mais c'est acceptable. Il y a Océane qui a une question. Océane, je te laisse la poser à l'oral. Oui, merci pour la présentation, c'était super intéressant, y compris avec les apartés juridiques. Je me demandais du coup, alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'actions qui peuvent être réalisées. Est-ce que tu arrives quand même à dire c'est quoi les limites du syndicalisme, enfin de l'action dans le cadre du syndicalisme avec Printemps écologique? Il y en a à plusieurs échelles, mais comme je dois faire une réponse courte, je ne sais pas si je vais tout dire, mais il y a tout un tas de limites à plusieurs niveaux. En fait, au niveau de l'entreprise, déjà, la compréhension de ce que c'est qu'un syndicat. On en revient juste avant, mais en fait, 95% des gens ne savent vraiment, vraiment pas ce que c'est un syndicat, ce que c'est un CSE, la différence entre les deux, alors que c'est hyper important, en fait, quand on travaille dans une entreprise, ne pas s'intéresser à la manière dont fonctionne l'entreprise et de pourquoi sont prises les décisions. Enfin, Donc, il y a une première limite qui est déjà juste systémique, on va dire.
La deuxième limite, c'est qu'en fait, un syndicat, tu n'as pas le droit de négocier non plus sur tous les sujets. La loi va dans le sens de réduire ce qu'est capable de faire un syndicat, enfin globalement ce que sont capables d'amener les salariés en fait sur cet espace de dialogue. Ça, c'est quelque chose qui est dommage. Le droit est fait comme ça. Après, pareil, le droit est constitué comme ça. Il y a une autre limite. Je vais très très vite sur chacun des sujets parce que chacun pourrait les déployer très loin. Il y a une autre limite qui est faite comme ça dans le Code du travail, c'est qu'il y a une mise en opposition qui est faite entre tous les syndicats. Donc tous les syndicats se tirent tout le temps dans les pattes et c'est très souvent peu constructif en fait, et c'est dommage parce que pourtant la plupart des syndicats revendiquent globalement à peu près les mêmes choses. Et quand je dis revendiquer, c'est enfin, positif du terme, hein, c'est-à-dire pour améliorer les structures dans lesquelles ils sont, quoi. Mais c'est fait comme ça parce qu'il y a des calculs de représentativité pour savoir qui est-ce qu'aura les sièges dans l'échelle de ce que je présentais tout à l'heure, et donc les subventions de l'État, blablabla, donc du budget, voilà, ce genre de choses. Donc c'est surtout ça, les limites. Et après, c'est le temps. Il y a, je voudrais terminer là-dessus sur cette réponse, c'est que il y a, quand on essaye de faire de l'écologie, pas que du social aussi, mais parce que c'est lié, mais de l'écologie avec du syndicalisme, on est tout le temps pris entre deux feux, entre l'urgence écologique totale quand on se renseigne vraiment, et les limites de calendrier dans lesquelles on s'inscrit. Je l'ai dit en une phrase tout à l'heure, mais on est sur des échelles de temps qui ne sont pas du tout celles de l'urgence. Un mandat d'élu CSE, c'est 4 ans. Avant le mandat suivant, 4 ans. Donc il faut réfléchir par tranche de 4 ans. Donc si on veut de l'avoir atteint l'impact en tant que syndicat global, là, c'est un petit peu en printemps écologique, mais c'est pareil pour tous les autres syndicats dès qu'ils veulent faire des actions, il faut tout de suite se mettre dans des structures de temps à 8, 12, 16 ans, 20 ans, et c'est hyper long en fait. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Voilà, pour aller très vite sur les limites. Merci beaucoup. Merci. Frédéric, tu voulais poser une autre question, notamment sur le rôle des collectifs. Je te laisse prendre la parole. Oui, merci, merci Adrien. Tu connais les collectifs qui sont des structures plus informelles de collaborateurs, en particulier dans les grandes entreprises. Comment est-ce que tu vois leur rôle vis-à-vis à la fois des CSE et des syndicats et aussi de la RSE et de la direction? Euh, voilà, si tu as une expérience ou si tu peux nous donner un peu ton retour là-dessus. Toutes ces structures sont hyper importantes parce qu'en fait, il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent à un instant T. Donc, il n'y a pas deux entreprises dans lesquelles une expérience va fonctionner de la même manière, que ça vienne justement d'un collectif, des collectifs, là, par exemple, que ça vienne d'un CSE, que ça vienne d'un syndicat, du RSE, du COMEX, ou d'un petit peu tout à la fois, ou des parties prenantes qui sont dans la chaîne de valeur entre l'amont et l'aval. Donc, tout est lié. Nous, on travaille bien avec les collectifs aussi, forcément, parce que c'est très poreux la manière dont on travaille. Alors, le RSE, la fonction de RSE ou de HSE, j'en ai pas beaucoup parlé jusque-là. Je vais être un peu critique dessus. La RSE, c'est une fonction qui existe depuis 30 ans dans les entreprises. Et depuis 30 ans, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire en RSE. Je ne veux pas décourager les gens qui travaillent en RSE ou qui basent leurs espoirs dessus. Il y a des choses à faire en RSE, mais du fait que ça reste un organe de la direction, ça dépend complètement de la volonté de la direction à faire des choses, à mettre du budget, à mettre du temps. Et moi, j'ai croisé beaucoup de responsables RSE qui se disent tous ne pas avoir assez de temps pour gérer tous les sujets, ne pas avoir assez de moyens et qui sont frustrés, en fait, très souvent. Et donc, c'est là où il y a des ponts qui peuvent se faire justement avec les CSE et les syndicats, parce que les CSE, souvent, c'est des salariés, enfin, ils cochent déjà toutes les cases. Des gens qui veulent être élus au CSE déjà de base, qui veulent en plus faire de l'écologie, c'est des moteurs qui peuvent être super puissants pour faire changer l'entreprise. Je ne parle pas que des syndicats, même juste élus CSE. Donc, je pense que c'est justement un des outils qu'on utilise encore très peu et qui pourrait avoir un impact vraiment très grand, quoi. Voilà. Super, merci pour ta réponse. C'est vrai que tu en as pas un peu parlé en plus, non, c'est complémentaire avec ta présentation. Il y a Nicolas qui avait une question sur plutôt les petites entreprises, parce que toi, dans ton entreprise, tu disais que vous avez considérablement grossi. Nicolas, tu veux peut-être présenter et contextualiser ta question? Oui, du coup, dans les petites entreprises, donc je dis moins de 10, mais c'est peut-être moins de 20, il n'y a pas forcément de CSE. Et plus généralement aussi, pour tout ce qui est artisanat, qui sont assez nombreux, comment ces questions elles peuvent être abordées? Est-ce que vous abordez ces sujets aussi via un printemps écologique ou autre chose? Ouais, alors c'est un peu compliqué. Alors ça peut arriver sans CSE, comme je disais tout à l'heure, sans forcément structure de ce type-là. Il suffit qu'il y ait des salariés un peu motivés, justement dans les entreprises plus petites, là, comme ça, les TPE, la direction est plus accessible. Donc c'est plus facile de discuter et de créer des espaces de dialogue sans que ce soit formalisé par du code avec du CSE ou du syndicalisme. Pour autant, il y a quand même des sujets, parce qu'en fait, ces entreprises-là, bien qu'il n'y ait pas de CSE, en fait, ils sont toujours régis par une convention collective, dans ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc en fait,
Il existe dans les TPE, alors c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, mais il existe des notions de représentants des salariés pour les TPE, pas dans une TPE en particulier, mais pour les TPE à l'échelle un peu plus globale. Et justement, ça se joue là, en ce moment, enfin bientôt là, c'est les élections dans les TPE. C'est une élection qui est organisée à l'échelle nationale, une seule fois pour toutes les TPE, donc ça correspond à plus entre 4 et 5 millions de salariés, enfin travailleurs en France, quoi. Et donc là, chaque organisation syndicale au niveau global se positionne justement pour faire élire des représentants des salariés pour les TPE qui vont négocier les conventions collectives et les accords dans les TPE, dans les différents secteurs, quoi, pour faire court. Donc oui, il y a des choses à faire aussi là et on peut le faire de manière organisée, quoi. Merci. Merci pour tes réponses très, très courtes. Je sais que c'était un peu compliqué et frustrant. J'ai aussi une question, je repensais un peu au discours de Maxime Blondeau sur la notion de territoire. Vous êtes une entreprise en informatique et on peut se poser la question, du lien avec le territoire. Donc je me posais la question au niveau des élus, des représentants, du personnel, dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à créer du lien avec le territoire dans lequel l'entreprise est intégrée ou si c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore fait ou ouais. Eh bien, justement, c'est un sujet qui est assez complexe dans les entreprises de services, hein, de manière générale. Nous, on a vraiment beaucoup de mal à l'aborder, le sujet du territoire. Et même la direction, à chaque fois qu'on leur pose la question, c'est pas qu'ils sont contre aller sur le sujet, c'est simplement qu'ils n'ont pas d'idée, en fait. Donc, bah, c'est aussi un axe pour lequel ils sont contents d'avoir des UCSE qui sont impliqués là-dedans, et même des syndicats impliqués là-dedans, c'est que ça permet de faire aussi moteur d'idées qu'ils n'ont pas eux-mêmes, en fait. Euh, la manière dont on l'approche, c'est que ce qu'on essaye de faire vis-à-vis de l'impact, alors c'est pas le territoire directement, mais on commence à avoir des réflexions sur les clients, en fait. Et de se dire que justement, dans nos domaines très particuliers de l'IT et encore plus de la cybersécurité, on a un peu du mal à voir le lien entre cybersécurité et écologie, mais nous, on va le chercher, on commence à aller le chercher en tout cas, sur les aspects de la cybersécurité, ça renforce la résilience aussi. Et donc, renforcer la résilience, ça pose la question de à qui est-ce qu'on renforce la résilience. Et donc, c'est comme ça qu'on rattrape le sujet de l'écologie, ce serait de choisir peut-être les clients de manière générale, ou en tout cas les projets peut-être. Ça peut être deux grands axes. Mais bon, c'est compliqué parce que choisir un client qu'on va enlever, si c'est un client qui représente, je sais pas, 10% du chiffre d'affaires, ça revient quasiment à couler la boîte, quoi. Donc il faut réfléchir ça de manière un petit peu intelligente et ça se fait pas d'un coup. Un autre axe aussi, c'est de toujours dans cette optique de se dire pour qui est-ce qu'on travaille. C'est du mécénat de compétences aussi. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place, mais on en discute depuis 1 ou 2 ans là. Mais c'est de se dire, on va dédier un petit pourcentage de notre temps de travail, mais qu'on ne va pas fournir à des entreprises qui ont l'argent pour acheter nos services, à des entreprises qu'on qualifie de plus souhaitables. Et enfin voilà, c'est des axes, quoi, en tout cas. Super, merci. Merci beaucoup pour tes réponses très complètes, même si c'était dans un temps restreint et j'en suis désolée. On a essayé de prendre le plus de questions possible. Bon, je pense qu'on peut tous te remercier chaleureusement pour ton apport et la multiplicité des actions que vous avez réalisées. C'est assez impressionnant et en tout cas, en off, on a eu plein d'échanges, donc c'est génial. Je vais laisser la parole, donc merci encore Adrien, et je laisse la parole à Frédéric pour la conclusion du webinaire. N'hésitez pas à répondre au petit sondage que Florian nous a mis dans le chat pour le passage à l'action, parce que là, je trouve que via ce webinaire, vous avez vraiment eu plein d'exemples concrets pour passer à l'action, hein. Voilà, Frédéric. Merci et rendez-vous, si vous le voulez, le 8 juillet pour travailler sur des cas concrets parce que je pense que à la fois Maxime et Adrien, vous nous avez vraiment inspirés et c'était l'idée du webinaire. Merci, on refera ça si vous êtes disponible parce que c'était passionnant, il y a plein de questions et surtout, euh, venez le 8 juillet ou venez à un concrétiser, comme ça permet d'aller un peu plus loin parce que on a envie de passer à l'action. Maintenant, on a envie de. Il y a eu du concret avec Adrien, il y a eu le cadre avec Maxime. Merci beaucoup, Lou et Nicolas et UTT, UTC, Alumni. On refera, de toute façon, on est des partenaires depuis longtemps. Et à tous les participants. Pour ceux qui ont posé des questions, on n'a pas forcément répondu à tout, on a essayé, mais ce n'est pas toujours évident. Et si vous voulez aussi venir nous rejoindre à Alumni for the Planet comme bénévole pour des activités qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. À bientôt et on a tenu, alors là on a été très très précis, bravo, on peut s'applaudir parce qu'on a été hyper précis, il est 7h30 et donc chacun peut retourner à ses activités.
Au revoir. Merci. À la prochaine.